Les premiers hommes blancs qui traversèrent le sud de la Nouvelle-Guinée étaient des scientifiques envoyés par le gouvernement hollandais. C'était en avril 1907. Bien avant eux, l'explorateur anglais James Cook et son équipage tentèrent de débarquer en 1770. Mais leur échec dissuada longtemps d'autres voyageurs de revenir jusqu'ici, au bout du monde. Ces scientifiques ne restèrent que trop peu de temps pour pouvoir entrer en contact avec les asthmates, les chasseurs de tête. Nul ne comprenait leur langue, mais la difficulté majeure pour ces hommes fut de trouver des porteurs indigènes qui acceptent de les suivre. Car les asthmates terrifiaient. Leurs voisins, les Mimicanes, les appelaient « Wemanawe », les hommes qui mangent des hommes. Rufinus a 20 ans. Il n'a connu ni guerre, ni raid sanglant, car depuis 40 ans, aucune chasse aux têtes n'a été entreprise en Terrasmat. Pour que nous vivions, lui dit Ambrose, son grand-père, il fallait que d'autres meurent. C'était comme ça ici. Dans quelques jours, Rufinus épousera Ponam, sa fiancée. Le vieil homme veut que ce mariage soit une occasion pour son petit-fils de renouer avec certaines des traditions de son peuple. La première épreuve, pour Rufinus, sera de capturer et de tuer un casoar. Ce grand oiseau terrestre vit solitaire au plus profond de la jungle. S'il y parvient, le futur marié prouvera à tous qu'il est un chasseur émérite, capable de se débrouiller seul, d'être chef de famille. En attendant, son grand-père et son père ont décidé de l'accompagner et de l'aider. Les asthmates redoutent de se retrouver face à un casoar. Ambrose en a fait l'expérience. Un jour, un grand mâle a bondi sur lui et l'a lacéré de ses griffes. Sans l'intervention de son père, de son arc et de ses flèches, il ne serait sans doute plus là. Heureusement, ces rencontres sont exceptionnelles. Les casoars ne se déplacent qu'à la tombée de la nuit. De jour, lorsqu'ils se reposent, la jungle est trop dense pour les apercevoir. Alors, les chasseurs n'ont pas d'autre solution que de repérer des traces et de fabriquer un piège. Ambrose dit que la nourriture est abondante ici. L'oiseau reviendra. Rufinus doit apprendre et se souvenir de chacun de ses gestes. Ses ancêtres ont fait cela avant lui. Plus tard, il devra à son tour les transmettre à ses enfants et ses petits-enfants.
Biwar Laout est un des plus grands villages du territoire asmat. Plus de 600 personnes y vivent. Autrefois, quand il était nécessaire de se protéger des attaques ennemies, les asmats s'établissaient en petit nombre au bord des cours d'eau. À marée basse, ces rivières s'asséchaient rapidement et il était impossible pour l'adversaire de progresser dans la boue. À marée haute, il était facile d'anticiper les attaques et de bloquer la rivière en y jetant des troncs d'arbres. Aujourd'hui, les habitants de Biwar Laout vivent en paix avec leurs voisins. Et si le village paraît désert, c'est que quelque chose d'important s'y prépare. En fait, tous les hommes, et même les jeunes garçons, sont occupés par la construction d'une maison commune, le Dju. Depuis 2 mois, ce bâtiment de 80 mètres de long concentre toutes les énergies. À présent, il est presque terminé, et c'est un événement. Biwar Laout n'a pas élevé de nouveau Dju depuis plus de 20 ans. Deux autres Dju très anciens existent déjà à Biwar Laout. Rufinus fréquente l'un d'eux, mais n'en a jamais construit de ses propres mains. Parfois, il se prend à croire que ce que racontent les anciens est encore possible aujourd'hui. Puisqu'on reconstruit un Dju, les asmats ne pourraient-ils revivre comme avant ? C'est le palmier nipa qui sert de base à la construction du Dju. Son tronc est la charpente, son écorce le plancher, et pour le toit, les hommes ont tressé ses feuilles en forme de grandes plaques. Chaque famille doit fournir un nombre précis et rigoureusement calculé de ces plaques tressées. Juste assez pour recouvrir la partie qu'ils occuperont dans le Dju, autour de leur foyer personnel. Ada rasa najwa bil. Pas biru. Ano ba? Sama ba uwas ra orang ba ci ci gadar. Ayun ba por yum. Yun mar ma sunum. Al gadam daram ba sama bi biaraw. Yoka ba yum amti abate tora yoka. Le chef l'a dit et répété. C'est une renaissance qui se joue ici et maintenant, dans cette nouvelle maison des hommes. Le gouvernement indonésien avait interdit leur construction depuis 1964. Certains avaient même été brûlés. Aujourd'hui, il a fait marche arrière. Cela signifie peut-être que les asmats peuvent à nouveau être eux-mêmes. Mais ceux qui causèrent les plus grands bouleversements dans la vie des asmats, ce furent les missionnaires catholiques. Arrivés dans les années 1930,
Ils furent les premiers à revenir après la guerre, et leur présence ici fut toujours plus importante que celle des fonctionnaires hollandais ou indonésiens. Ils furent aussi les premiers à se familiariser avec les nombreuses langues asmates. Ils construisirent des dispensaires et des écoles. Ils formèrent des catéchistes. Mais ils eurent un certain mal à convaincre les enfants d'abandonner leur vie nomade et de ne plus suivre leurs parents dans la jungle à la recherche de nourriture. Ils réussirent pourtant à imposer certains principes chrétiens pour réformer ce qu'ils considéraient comme barbares dans les mœurs asmates. Ils persuadèrent les hommes de ne plus porter de décoration nasale, interdire les échanges sexuels et la polygamie. Surtout, ils luttèrent contre la chasse aux têtes. Finalement, ils laissèrent leur marque, mais peu d'asmates devinrent catholiques et aucun ne le resta longtemps. Aujourd'hui, pour les asmates, le seul lieu sacré est le Djou, ce sanctuaire où le monde des vivants touche celui des morts. Bisin berarti baru betul mo. Cara masuk. Boy siangkat. Wow. Aku aja kapten Tapi nakap. mo.
Ce soir, la famille de Ponham vient visiter celle de Rufinus pour discuter des cadeaux que le jeune homme devra offrir pour le mariage. Tout le monde se connaît déjà, mais la présentation officielle reste un moment symbolique et impressionnant pour les futurs époux. Les invités viennent guidés par des torches qu'ils mêlent ensuite au foyer de leur hôte. La mère de Ponham aborde enfin le sujet crucial. C'est toujours aux femmes de jouer ce rôle. Elles le prennent souvent à cœur. Chez les Asmat, ce sont les femmes qui exercent la pression sociale la plus lourde. Les hommes sont forts et même agressifs, mais s'ils ne l'étaient pas, leurs femmes les rappelleraient à l'ordre. La discussion est serrée, mais ils finissent par tomber d'accord. Rufinus devra offrir 3 sacs tressés ornés de plumes de perroquet, des colliers en dents de chien, des pots de couscous pour faire des coiffes et 2 couteaux en os de casoar. Pour sceller leur alliance, les familles partagent le sagou, l'aliment symbole des Asmat, celui qui a permis à tout un peuple de survivre à travers les siècles. C'est à Rufinus de le distribuer. Longtemps, cette terre est restée un vaste espace blanc sur les cartes occidentales. Et pourtant, les Asmat ont toujours vécu là, au sud-ouest de la Nouvelle-Guinée, la 2e plus grande île du monde. Depuis peu, les peuples d'Irian Jaya ont obtenu du gouvernement indonésien dont ils dépendent de donner à leur pays un nom dans lequel ils se reconnaissent, la Papouasie occidentale. Le territoire des Asmat est longtemps resté inaccessible parce qu'il est protégé au nord par de très hauts massifs montagneux et au sud par la mer d'Arafura, une mer dangereuse aux tempêtes subites et terrifiantes. C'est pour ça que la culture Asmat a été préservée. En fait, au début du XXIe siècle, c'est l'une des dernières régions inconnues du globe. Les Asmat ont toujours survécu sans cultiver la terre. Ils chassent, cueillent et pêchent. Mais le climat chaud et humide ne leur permet pas de garder les aliments. Alors la recherche de nourriture est quotidienne.
Ataka ma chamar charamo. Kuni tu pakin deu. Uch pakin. Ce sont les femmes qui pêchent. Si les hommes sont là, c'est juste pour les protéger. Aujourd'hui, les asmates ne vivent plus sous la menace d'attaques surprises. Mais ils ont gardé cette répartition ancestrale des tâches. L'homme défend le territoire, pendant que la femme assure la subsistance de la famille. Comme tous les villages asmates, Biwar Laut a les pieds dans la boue parce que le pays, très plat, laisse à marée haute l'eau saumâtre pénétrer jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres. C'est pour cela que des poteaux bornent les chemins et que les maisons sont sur pilotis. Les asmates construisent de grandes maisons pour que toute la famille puisse y vivre. Dans la maison du père de Rufinus habitent aussi sa sœur et sa famille et le frère de sa mère. Tous travaillent ensemble. Apa no kira iwan dua? Kira. Era. Kalau. Enteo, alas ncokoro. Rufinus prend ses repas ici, mais il passe l'essentiel de son temps dans le djou, où il dort avec les autres célibataires. Une fois marié, il ira vivre dans la famille de sa femme. Personne n'habite seul. Il y a toujours quelqu'un pour garder les enfants et les malades quand les femmes partent en mer ou dans la jungle. Ainsi, la nourriture est partagée. Chez les asmates, le groupe est plus important que les individus. Ce qui compte, c'est la filiation. Le véritable père pour un jeune garçon, c'est son oncle maternel, parce que les enfants sont plutôt considérés comme les descendants de leur mère. Son oncle, Rufinus, l'a suivi partout depuis son plus jeune âge. Il lui a tout montré, tout appris. Il lui doit tout. Grâce à lui, il a appris à se nourrir de la jungle, à éviter ses pièges, à trouver l'arbre de vie, le sagoutier. Depuis toujours, les asmates prélèvent au cœur de ce palmier une fécule très nourrissante, le sagou, qui est la base de leur alimentation. Une fois l'arbre abattu, les hommes détachent la moelle filandreuse contenue dans le tronc. Ensuite, ils la malaxent avec de l'eau pour en extraire la fécule. Le jus qui s'écoule est filtré à travers l'écorce de l'arbre. Une farine blanchâtre se dépose au fond de la gouttière. Il suffit alors de vider l'eau pour recueillir la fécule compacte. C'est un travail difficile, mais on peut obtenir 50 kg de farine en une demi-journée avec un seul arbre. C'est donc très rentable. Et les sagoutiers sont inépuisables.
Ambrose, le grand-père de Rufinus, habite en aval de la rivière, à l'écart du village. Rufinus sait que c'est important pour son grand-père qu'il se marie dans la tradition, qu'il fasse des cadeaux rituels et qu'il tue un casoar. Mais pour le vieil homme, ça ne compense pas vraiment ce que les Asmates ont perdu. Il dit que les ancêtres sont furieux contre eux. Leur mort n'est plus vengée puisque les hommes ne chassent plus les têtes. Peut-être que les ancêtres ne feront plus pousser les sagoutiers. Ambrose dit que les Asmates étaient des chasseurs de têtes. Aujourd'hui, pour lui, ils ne sont plus rien. Et pourtant, les Asmates sont toujours là. Des enfants naissent, Rufinus va se marier. La vie continue. S'il veut avoir une chance de tuer un casoar, Rufinus est obligé de contourner le piège et de rester à couvert. Les hautes herbes le protègent, car même prisonnier, l'oiseau reste dangereux. Surpris, il peut encore s'échapper et attaquer. Les Asmates se sont toujours identifiés au casoar. Avant, quand ils partaient chasser les têtes, les hommes dessinaient son empreinte sur leurs plantes de pied, leurs mollets et leurs cuisses. Ils ont toujours cherché à capter sa rapidité et sa force. Ils sculptaient le grand oiseau sur les pirogues et sur les haches pour se confondre avec lui. Le plumage du jeune animal n'est pas encore noir. Pourtant, il est déjà de taille adulte et pèse plus de 30 kilos.
Depuis toujours, la sculpture est la principale activité des asthmates. Tous les hommes savent sculpter des bols, des pagaies ou des proues de pirogue. Seuls quelques objets rituels ne peuvent être fabriqués que par des spécialistes, parce qu'ils sont liés au culte des morts. Cela confère à ces sculpteurs un prestige comparable à celui qu'avaient jadis les plus grands chasseurs de têtes. Chez les asthmates où la société n'est pas hiérarchisée, être un sculpteur permet donc souvent d'exercer une fonction politique. Et pourtant ces hommes ne sont pas payés pour leur travail. Celui qui a commandé la sculpture se contente de les nourrir pendant toute la durée de leur mission. 3 objets jouent donc un rôle décisif dans la culture asthmate. Ils doivent compenser l'influence des esprits, les apaiser. C'est pour cela qu'ils ne sont pas considérés comme des œuvres d'art, mais comme des objets de culte. Il s'agit du bige, du bouclier et du tambour. La sculpture la plus spectaculaire est celle du bige. C'est un mât pouvant atteindre 5 mètres de haut, sculpté dans le tronc du palétuvier. La recherche de cet arbre est ritualisée et obéit aux mêmes règles que la chasse aux têtes. Une fois le tronc choisi, il est abattu et débarrassé de ses branches et de ses racines, puis dépouillé de son écorce. Il est ensuite porté avec attention et ramené en pirogue par les hommes qui se sont parés pour l'occasion. L'arbre est un nouvel esprit, source d'ennui. Les femmes du village n'en veulent pas. Alors, elles simulent une attaque pour manifester leur mécontentement. Mais le tronc est finalement accepté et officiellement accueilli dans la communauté. Le bige est la représentation concrète des hommes qui viennent de mourir.
Puisqu'aucun décès n'est considéré comme naturel chez les asthmates, il faut venger les morts. Autrefois, les biges étaient associés à la chasse aux têtes. Après l'érection du mât, les hommes partaient en raid. Les biges n'étaient pas des œuvres d'art, c'était une promesse faite aux morts. Ils servaient à convaincre l'esprit de ces hommes qu'ils pouvaient partir tranquilles pour Safan, le lointain royaume des âmes. Le bige est une pirogue rituelle qui porte l'âme des morts et l'accompagne pour son dernier voyage. Le casoar que Rufinus a tué ce matin doit être dépecé. Une fois encore, Ambrose est là pour le guider. Il ne faut rien jeter de l'animal. Des plumes aux os, tout est utilisé. Mais il y a surtout une façon particulière et rituelle de le découper. C'est un des ancêtres des asthmates, nommé Biwiripitch, qui l'a transmise aux hommes. Une légende raconte que Biwiripitch fut le premier homme à avoir pratiqué la chasse aux têtes. Il tua son frère à la demande de celui-ci, puis soudain la tête du mort se mit à parler. Elle le guida pas à pas, lui indiquant l'une après l'autre toutes les étapes de la découpe d'un homme. Aujourd'hui, ce rituel est le même lorsqu'on découpe un casoar. Il faut dépecer la bête et fractionner la viande en petits morceaux pour que tout le monde puisse en avoir. La famille de Rufinus et celle de sa fiancée se partageront la poitrine. Le jeune homme aura le cœur de l'oiseau qui lui portera chance dans les chasses à venir. Mais le plus important pour Rufinus, c'est de recevoir maintenant le fémur qu'Ambrose lui tend. Il apprendra à le sculpter pour s'en faire un couteau. Pisau pakai MC. Sa pembayi map mai. Si le casoar joue un rôle important dans la vie des asthmates, un autre animal tout aussi mythique suscite leur convoitise, le couscous. Car derrière la discrétion naturelle de ce petit lémurien se cachent d'autres légendes. Borpitch, l'ancêtre fondateur des asthmates, trompa un jour sa femme. Il roua sa jeune maîtresse de coups afin qu'elle garde le silence. Fuyant la colère de Borpitch, elle préféra grimper au sommet d'un arbre et ne redescendit pas. Elle se transforma alors en couscous et décida de dormir le jour au cœur des arbres et de se nourrir à la tombée de la nuit. Pour Rufinus, cette chasse au couscous est un nouvel acte symbolique. L'animal mange les fruits de l'arbre, comme l'homme, pour rester en vie, mangeait autrefois des têtes. C'est pour cela que les asthmates ont fait de son épaisse fourrure une coiffe qu'ils ne quittent presque jamais. Le mariage de Rufinus doit avoir lieu dans quelques heures. Il est temps pour les parents de Ponam, sa jeune fiancée, de lui donner les derniers conseils et les recommandations d'usage. Dans la vie courante, les femmes asthmates ont le pouvoir d'imposer à leur mari un comportement décent. S'il a commis une faute,
La coutume les autorise à le faire savoir à tout le village. Les asmates disent que la vie sort du ventre de la femme comme la farine vient du cœur du sagoutier. La femme et le sagoutier permettent la pérennité de l'espèce. Dans un pays où il n'y a ni agriculture ni commerce, où les enfants restent la principale richesse d'une famille, la femme en retire une autorité certaine. Les asmates sont d'un pays sans pierre. Alors pour les outils, les générations passées ont dû être inventives. Les hommes sculptent avec des coquillages et les couteaux en os de casoar sont des objets précieux parce qu'ils sont tranchants. Aujourd'hui, l'oncle de Rufinus l'aide à fabriquer son premier couteau. Le travail du jeune homme est de le regarder, puis de l'imiter. C'est pour cela que les djous sont si importants pour les asmates. Ils ont toujours été pour les garçons les écoles de la vie. L'étui du couteau est tressé, puis paré de plumes de casoar pour qu'il ait le pouvoir, dit-on, de trancher le vent comme le grand oiseau dans sa course. Pour Rufinus, pouvoir enfin porter ce couteau est le signe que les siens le reconnaissent. Autrefois, un homme ne pouvait arborer une telle arme que s'il avait tué un de ses congénères. C'était la preuve qu'il était un grand chasseur de tête. Et même si aujourd'hui ces hommes ne tuent plus d'autres hommes, cela reste un moment clé de la vie d'un jeune asmate. Ponam et sa famille habitent en bord de mer à l'embouchure de la rivière. 2 heures de pirogue les séparent de Biwarlaut. La famille de Rufinus, escortée d'autres pirogues, doit arriver en force pour les accompagner et les guider jusqu'au village. En attendant, Ponam est emmené par son père et sa mère. Ils prouvent ainsi qu'ils ne s'opposent pas au mariage, qu'ils ne veulent pas garder leur fille. Avec du blanc, du rouge et du noir,
les hommes ont peint leur visage. Les plus anciens ont mis des os humains ou des coquillages dans leur nez. Tous ont piqué des plumes de cacatoès dans leurs cheveux. Tout cela pour terrifier l'ennemi et se donner le courage de vaincre. Les guerriers chantent doucement et parfois ils crient. Ils conjurent leurs ancêtres de leur accorder force et soutien. C'est ainsi que les Asmates partaient jadis à la guerre pour des raids meurtriers et sanglants, quand ils chassaient encore les têtes. Aujourd'hui, c'est pour un événement heureux que leur pagaie fend le monde. Il n'y a plus de haine, mais une joie contenue et sans doute beaucoup d'émotion pour Rufinus, le jeune Asmate. Les hommes de ce pays se transmettent les mêmes gestes sans âge. Ils ressemblent à leurs ancêtres. Ce sont eux, il y a très longtemps, qui ont organisé le monde. Cet ordre du monde est la mémoire des Asmates. Pourtant, un jour, cet ordre fut bouleversé. Aujourd'hui, peut-on vraiment dire que rien n'a changé alors que la chasse aux têtes a disparu? Les Asmates récoltent le sagou comme avant. Comme avant, ils se peignent le corps en blanc. Et surtout, ils sculptent. Certaines de ces sculptures étaient pour les Asmates les yeux de leurs ancêtres et de leurs morts. Sans chasse aux têtes, elles ne sont plus que des œuvres d'art. Leur commerce a peut-être sauvé ces hommes de l'oubli, mais peut-on être sûr qu'ils y ont gagné? Le mariage de Rufinus et de Ponam rappelle à chacun qu'il fait partie d'un groupe, qu'il est Asmate. À présent, dit Ambrose, nos deux familles sont unies comme les racines du bambou et du cocotier. La femme de Rufinus est enceinte. Leur enfant grandira en terre asmate, et s'il ne vit pas ce qui désormais appartient au passé, au moins il l'entendra, comme Rufinus l'a entendu, de la bouche de ceux qui l'avaient vécu.